Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris avec Arnaud Rioux. Écoute, je pense on fait que ça en ce moment, on fait que faire des interviews, t'as plein de livres qui sortent. Là, ton dernier bébé, c'est Calme, mon carnet de méditation. C'est quelque chose sur lequel t'as énormément travaillé. Et quand je vois le résultat, je peux que te dire un grand bravo. Il est magnifique! Waouh, ça vient de quelle inspiration? Je sais que t'as passé 20 ans à être avec des groupes, t'as traîné tes guêtres avec les maîtres tibétains, indiens, tout ça. Tu t'es enrichi de leur culture. La méditation, c'est quelque chose que tu pratiques toi tous les jours. Il s'appelle Calme. Calme parce que calme mental, calme au quotidien, calme. Pourquoi calme? Parce que le calme, c'est la source, c'est la source à l'intérieur de soi, à partir de laquelle tout naît. Et les actes justes, les paroles justes naissent du calme. Et s'il y a une chose qu'on peut faire dans sa vie, c'est révéler ce calme en nous pour trouver la source de chaque acte et de chaque parole. Alors, j'aimerais bien commencer cette interview avant de parler de comment méditer, où, pourquoi, etc., etc. Dis-nous, quel est ton constat en ce moment sur l'état actuel des choses, sur cette terre? Là, on vient de traverser les attentats, il y a tellement de turbulences. Qu'est-ce que tu vois dans tous ces actes-là, qui sont violents par moments? Qui sont violents. J'ai comme chacun, comme beaucoup, j'ai été bouleversé par ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Je me suis senti très très affecté émotionnellement. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de peur aussi. Je me suis aussi senti très impuissant face à tout ce qui se passait. Je pensais pas que la violence pourrait un jour me toucher autant de si près et me sentir aussi insécurisé dans la ville dans laquelle je suis né. Et en même temps, après avoir été abattu, effondré, abasourdi pendant quelques jours, il y a une autre énergie qui est née et qui est proportionnelle à cette faille-là. C'est ce qui fait que j'ai jamais été aussi dynamisé, aussi précis, aussi déterminé dans ce que je faisais qu'en ce moment. Comme s'il y avait vraiment l'ombre et la lumière. On n'a jamais vu autant de peur, autant de peur des libertés, peur de la violence, peur de tout ce qui se passe. Et en même temps, il y a une espèce de détermination et de confiance et de foi, moi, qui dépasse tout ce que j'ai jamais connu. Donc on est pour moi une période charnière. C'est un moment de l'humanité qui pour moi témoigne de la fin d'un cycle. On est à la fin de quelque chose. Il y a autre chose qui naît et ça va nous demander d'être vraiment très ancré et très calme, c'est le cas de le dire, pour pouvoir appréhender la suite parce que je sais pas de quoi demain sera fait et s'il y a en surface, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a de l'anxiété, en profondeur, il y a ce calme et c'est à ce calme que la méditation permet de se relier et jamais plus qu'aujourd'hui, j'ai jamais eu autant besoin de méditer qu'en ce moment. Ce que tu dis, quand même, la finalité de la méditation, c'est d'aller vers cette compassion, cette ouverture de cœur. C'est ça que tu vas chercher, toi. C'est tous les jours, je m'entraîne pour la méditation, vers la méditation. C'est pas la méditation en elle-même, c'est ce cheminement. Ouais, c'est pas une activité à part. Et depuis tous ces événements, par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est pas le moment de méditer, c'est le moment d'agir. Et pour moi, on peut pas opposer la méditation à l'action. Parce que la méditation sans l'action, ça sert à rien. Méditer pour méditer, ça sert à rien. Et l'action sans la méditation, ça sert à rien non plus. Donc il y a vraiment besoin d'une association entre la méditation, c'est comme la parole et le silence. On a besoin d'écouter, on a besoin de parler. On a besoin d'inspirer, on a besoin d'expirer, et on a besoin de méditer, et on a besoin d'agir. Et en ce moment, on a besoin d'agir. On a besoin de poser des actes justes, chacun à notre niveau, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit au gouvernement, qu'on soit président d'une association. On a besoin de poser des actes. Est-ce que je vais manifester ou pas? Est-ce que je continue à faire ça ou pas? Est-ce que je m'adresse à lui ou pas? Et ces actions ont été bouleversées par l'émotionnel. Et donc, on a besoin de méditer pour retrouver notre source. Et c'est plus important aujourd'hui que jamais. Et c'est aujourd'hui que je prends conscience à quel point les 20 années de méditation que j'ai eues avec les maîtres me sont vraiment précieuses pour pas me laisser embarquer dans l'œil du cyclone, parce que ça pourrait aller très vite. Et si on se laisse embarquer par l'œil du cyclone, il n'y a que de la peur, il n'y a que de l'angoisse et il n'y a plus d'action juste. Et en ce moment, on a besoin d'action juste, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'on réagit, sinon on se laisse embarquer par les événements au lieu de retrouver ce calme intérieur, cette posture. Tu parles de posture. Ouais, c'est vraiment une posture. C'est pas du tout nier ce qui se passe. C'est pour ça que la méditation, elle est pas faite pour être. C'est pas une activité à part. C'est fait
fait pour ressentir les choses comme si on est là tous les deux, on parle, et puis il y a la caméra qui nous filme, il y a quelqu'un qui nous regarde à l'écran en disant tiens c'est marrant ces deux personnes qui parlent, et puis il y a quelqu'un qui les regarde, quelqu'un qui regarde à la télé qui dit tiens il y a quelqu'un qui regarde la télé, puis il y a quelqu'un qui regarde encore, et c'est comme une succession de regards. Et la méditation, elle nous permet de superposer différentes postures comme si on rajoutait plusieurs prismes en même temps. Et la méditation, c'est un changement de posture pour superposer ces différents prismes et voir la réalité autrement. C'est le regard qu'on change en méditant. Et c'est le regard de l'instant présent, c'est un regard plus neutre dans la compassion, dans cette ouverture de cœur. La finalité, c'est l'ouverture du cœur. Et ça devient... C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est le calme qui permet le discernement. Le discernement, il permet d'être dans l'équanimité. Il n'y a plus le c'est bien, c'est mal. Et quand on est dans l'équanimité, c'est-à-dire dans ce regard qui n'est plus embarqué par voilà les méchants, voilà les gentils, on est dans l'équanimité. Et quand on développe l'équanimité, le cœur s'ouvre naturellement. Et c'est vraiment cette succession. C'est la vigilance. La vigilance amène à l'équanimité amène à l'ouverture du cœur. Et la finalité, c'est d'ouvrir notre cœur. Parce que je ne sais pas ce qu'on a de plus beau à faire sur cette terre que d'apprendre à ouvrir notre cœur. T'as des exercices, t'as plein d'exercices avec une page où on écrit, donc c'est un carnet de méditation, c'est un truc quand même assez révolutionnaire que tu proposes là en plus qui est magnifique. Mais il y a différents exercices que t'as, dont même quand on a le blues, hein, on peut méditer. Parle-nous de cet exercice-là, de cette méditation du blues. Ouais, j'ai le blues et c'est ok de méditer. Oui, surtout j'ai le blues et parce que la méditation arrive aussi comme une réponse à des situations. Et souvent, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent je peux pas méditer parce que je suis trop mental par exemple, ou je peux pas méditer, je tiens pas en place. Mais pour le méditant, le fait de pas tenir en place ou d'être plein d'émotions, c'est ça justement qui va nous permettre à transformer. Les méditants, c'est des alchimistes et on va transformer nos émotions en voie d'amélioration. Quand on a le blues, on peut se dire « Ah, j'ai le blues, je peux pas méditer ». Et puis on peut prendre du recul en se disant « Bon, j'ai le blues. Qui en moi a le blues? Est-ce que le blues a partout ?» Et on va changer de posture, on va prendre du recul et petit à petit, on se rend compte qu'on n'est pas le blues. On est traversé par le blues, comme en ce moment, on peut être traversé par d'autres émotions, mais ça ne prend pas 100% de notre être. Il y a une autre part de nous qui ne demande qu'à être contactée, qui est en paix en nous, même dans la pire des tempêtes. Et la méditation nous permet d'accéder à cette partie-là, de se dire que quelle que soit la circonstance, même si on est totalement dépressif, même si on est très triste, il y a une partie de nous qui observe en se disant « Tiens, je suis très triste ». Et s'il y a cette partie-là, c'est comme un phare au milieu de la nuit, au milieu de la tempête, et ce phare, progressivement, on va le nourrir pour l'élargir, pour devenir de plus en plus présent, de plus en plus conscient, et les émotions qui viennent nous toucher continuent à nous toucher, mais elles ne prennent pas tout l'espace de notre existence. Beaucoup disent qu'il y en a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Donc là, la méditation a un impact là-dessus, c'est-à-dire, et même c'est même pas nos pensées à nous. Hein. Des fois, on pense des trucs qui viennent. Ça vient d'où tout ça? Je veux dire, c'est un espèce de brouhaha. Hein. Ouais, pour les maîtres, il y a trois types de pensées. Les premières pensées, c'est celles qui sont là toujours en activité. Ah tiens, elle a des cheveux blancs. Ah tiens, c'est joli, ils sont plus là, c'est marrant ce micro. Ça, c'est les pensées. Il y a pas une émotion particulière, mais c'est juste de l'agitation. On a les deuxièmes pensées qui sont les pensées d'organisation. Ah tiens, il faut que je réserve tel restaurant avant midi, sinon je vais pas avoir de place. Ah tiens, il faut que je prévoie de faire ça cet après-midi. Et puis on a les troisièmes pensées qu'on appelle les pensées discursives. C'est les pensées qui opposent la réalité telle qu'elle est à la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit. Je suis célibataire, je voudrais pas être célibataire. Je suis fatigué, je voudrais pas être fatigué. Il m'a dit ça ce matin, je voudrais pas qu'il m'a dit ça. Et on oppose la réalité telle qu'elle est à la réalité telle qu'on voudrait qu'il soit. Et la différence entre ce qui est et ce qu'on voudrait qu'il soit, ça crée une tension. Et c'est cette tension qui crée le stress, qui crée les maladies, qui crée les pathologies et qui crée une espèce de mal-être. Et dans la méditation, on se rapproche de ce qui est. Et il y a le mot le plus courant dans la méditation, c'est oui. Oui à ce qui est, oui j'en suis là, oui j'ai une tension. Et si je dis par exemple j'ai une tension dans les épaules, non, il ne faudrait pas que j'ai de tension dans les épaules. Plus je me dis ça, plus ça se tend. Si je me dis oui, il y a une tension dans les épaules, oui j'ai de l'émotion, oui il y a quelque chose qui se détend et progressivement le corps se détend et quand le corps se détend, il y a une espèce de joie et il y a un espace qui se crée parce que la méditation c'est l'art de créer de l'espace pour la vie.
Et quand cet espace s'ouvre, alors on peut laisser la place à tout ce qui nous attend, toutes les belles choses qui nous attendent dans la vie. Tu passes beaucoup de temps en nature, toi, hein. Ça aussi, c'est un espace. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est plus simplement juste dans une salle au calme. Tu peux le faire partout, dans le train, dans le métro. Ouais. Maintenant, c'est vrai que je médite un peu partout. Je médite toutes les circonstances. Mais la question, c'est où je médite en moi. Et pendant des années, je méditais chez moi, dans un temple, dans une pièce consacrée à la méditation, face à l'autel, face à des représentations, etc. Et ça permet d'aller au-delà de la résistance à méditer. Parce que quand on commence à méditer, à peine on s'assied, au bout de quelques minutes, il y a une partie de nous qui se dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça sert à rien, tu perds ton temps. Regarde, tiens, il faut que tu appelles machine avant midi. Ah, tu sers à rien à la méditation, tu es en train de perdre ton temps, puis en plus tu sais pas méditer. » Et c'est comme une espèce de singe fou, le mental, qui court partout, et soit on suit ce singe, soit on décide de l'apprivoiser en disant « C'est ok ». Et progressivement, on accepte de ne rien faire. Ne rien faire, juste être. Un grand maître en méditation, pour moi, c'est le chat. Le chat fait rien, il est naturellement dans ce qu'il est. Et quand on regarde le chat, c'est pour ça des fois les gens supportent pas de voir un chat, ou au contraire, ont beaucoup besoin de passer du temps avec un chat. Parce que le chat, il ne fait rien, il ne connaît pas la culpabilité, il connaît juste l'être, il est là naturellement, il fait rien et il est. Et le chat, c'est une inspiration pour la méditation. Quand on fait rien, est-ce que j'existe toujours si je suis pas le premier, si je fais pas ça plus vite que les autres, si j'ai pas des possessions, j'ai encore de la valeur si je fais rien. Est-ce que j'ai encore de la valeur si je fais rien? Et on a tellement été dans une culture avec « reste pas là sans rien faire, tu pourrais obtenir ça, si tu continues maintenant, tu seras ça demain ». Et ça nous écarte de ce que je suis aujourd'hui. Et la méditation nous apprend à revenir en nous et à faire la paix en nous pour accueillir ce qui est. Et quand on est en lien avec ce qui est, on se rend compte qu'on est tous des belles personnes qui manquent juste un peu d'amour. Et donc, tu conseilles d'avoir cette attitude-là aussi au quotidien, dans la journée, d'être dans cet accueil, d'avancer quand même, d'agir, mais d'attendre d'avoir la bonne posture? Ce qu'on expérimente en méditation, c'est ce qui va se passer. Est-ce que j'agis en réaction ou est-ce que j'agis à partir de la profondeur de mon être? Et quand je médite, c'est pareil. Je m'impatiente de méditer et je peux rester en surface. Et dans nos relations au quotidien, c'est pareil. Quand j'ai quelqu'un qui vient vider sa colère, je peux être réactif en disant « je te permets pas de me... » et de se laisser embarquer. Je peux aussi, en prenant le recul, se dire que si cette personne est en colère, c'est son histoire à elle, c'est pas la mienne. Et je peux vraiment trouver un espace. C'est pareil pour la peur, c'est pareil pour le dégoût, c'est pareil pour le désir aussi. On peut, quand on est embarqué par nos émotions, ça ne veut pas dire vivre sans émotion, mais c'est accueillir les émotions sans être embarqué par elles. J'ai un désir, ça y est. Des fois, ça peut être obsessionnel, le désir d'un partenaire, le désir d'un nouveau sac à main, d'une nouvelle voiture, d'un nouveau truc. Je voudrais tellement avoir ça que je ne vois plus ce que j'ai aujourd'hui. Je ne vois plus qui je suis. Plus qui je suis. Et la méditation, c'est un entraînement pour pas se laisser embarquer par tous ces états-là. Et quand je m'entraîne à ça, je peux accepter, accueillir ce qui est. Donc oui, c'est un entraînement quotidien. La méditation, c'est rien. La seule chose qui compte, c'est l'entraînement à la méditation. 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes par jour maximum, pas plus, c'est pas la peine. 1 ou 2 fois par jour. Et même s'engager 3 minutes par jour. Alors moi, j'encourage toujours 21 jours, parce que 21, c'est 3 fois 7, c'est le chiffre sacré. Mais 21 jours, 3 minutes par jour. D'être là, silencieux, sans rien faire, sans rien dire, et regarder ce qui se passe. Et là, je peux simplement marquer après sur un carnet en disant voilà ce qui se passe. Et petit à petit, je commence à créer un espace qui n'est pas un espace de faire, qui n'est pas un espace d'avoir, qui est un espace d'être. Et avec cet entraînement, je commence à me familiariser avec cet espace d'être. Et pour moi, dans ce monde qui est si agité, à partir du moment où on est libre de ne rien faire et de ne rien posséder, alors on est vraiment dans notre puissance. Je crois que dans cette période où les gens sont tellement des histoires de pouvoir, je veux pas lâcher ça, je veux pas lâcher cette place-là, ils sont en montre de leur faiblesse et de leur impuissance. Celui qui est libre, c'est celui qui se dit c'est ok, je peux lâcher ça demain puisque de toute façon, à un moment donné, je devrais lâcher mes possessions. Parce que quand on médite,
on est obligé à un moment donné de méditer sur la mort et de se dire, à un moment donné, tout ce que j'ai là, je serai obligé de le lâcher. Je ne pourrai pas aller au-delà avec mes possessions. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'emmènerai dans la tombe. Donc, je vais m'entraîner dès maintenant à lâcher tout ça. Et c'est justement avoir une conscience de la vie, une conscience du vivant. Mais c'est là le grand paradoxe de la méditation. C'est qu'en méditant, par exemple, sur la mort, ça nous permet de révéler la vie en nous. Et c'est le fait d'être dans l'immobilité, ça nous permet de prendre conscience du mouvement. Donc c'est tout un jeu de conscience, c'est une grande école de compréhension. On peut tout avoir comme information à l'intérieur. Hein. Rapproche-toi un petit peu de moi pour être sûr que tu ne partes pas. J'avais une question par rapport aux entrepreneurs, parce que je sais que tu travailles énormément avec les chefs d'entreprise. Et aux États-Unis, on le voit énormément. Google, enfin des grosses boîtes amènent la méditation dans leur entreprise. C'est pas du tout. Au contraire, ça nous rend plus productifs, non ? Ça peut nous rendre plus productifs. Il y a quelques années de ça, moi il y a 10 ans, quand je parlais de méditation en entreprise, les gens me regardaient avec des grands yeux en disant mais quel rapport avec le management ou avec la communication ? Et puis on s'est rendu compte que si on voulait savoir où on allait, on avait besoin de se poser, d'être calme. Et qu'est-ce qui nous permet d'être calme ? C'est la méditation pour mettre la conscience de l'acte juste et de la parole juste. On peut pas communiquer habilement si on n'est pas calme. On ne peut pas faire les bonnes décisions d'investissement si on n'est pas calme. Donc progressivement, les managers, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, les managers ont pris conscience qu'en étant calme, on peut vraiment être plus présent ici et maintenant. Alors après, je suis très prudent quand on parle de méditation en entreprise, parce que comme dans tout, il y a la lumière et l'ombre, il y a beaucoup de dirigeants qui se disent « mais c'est super ça ». On va méditer, comme ça, mes collaborateurs vont pouvoir travailler avec encore moins d'émotions et vont pouvoir encore être plus productifs. Donc on voit des plateformes d'après-vente, de téléphone, etc., des plateformes téléphoniques, avec 200 personnes qui s'entraînent à méditer pour être encore plus productifs. C'est pas ça le but de la méditation. La méditation, c'est se dire « pourquoi je fais ça ?» En quoi ça ? Et de prendre la conscience de la responsabilité de nos actes. Et là, moi, j'encourage les managers, les dirigeants à méditer sur la responsabilité de nos actes. Qu'est-ce que c'est la finalité de faire ça ? Quand je décide, par exemple, de faire un plan social, est-ce que je suis vraiment conscient de ce que je fais ? Est-ce que je peux méditer pour être plus en empathie ? Et à ce moment-là, en méditant, on devient plus humain, on devient plus vivant. Et si on est plus vivant, on est plus à notre place. Alors ça demande un changement dans les entreprises, parce que ça va donner des entreprises. Moi, je fais le vœu sincère de se dire que les dirigeants de demain qui vont méditer vont pouvoir transformer le monde en se disant « quel monde je veux créer ?» Aujourd'hui, quand on regarde le monde, on a des histoires d'aberration, de se dire « qu'est-ce qu'on est en train de faire pour gagner un peu plus d'argent ? On est en train de détruire ce fleuve, on est en train de mettre des milliers de gens à la porte. Pourquoi ? Pour gagner 1,5 point en bourse. » Et ça, c'est un manque de sagesse, c'est une façon de courir dans une espèce après un arc-en-ciel complètement fou, alors qu'en méditant, on se pose juste la question de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Si je suis dirigeant, quelle entreprise je veux créer ? Et pour moi, dans cette période aussi agité, les dirigeants, les politiques, c'est une urgence de méditer avant chaque décision importante à prendre, en se disant je vais prendre cette décision. Si les ministres, si les députés, si les dirigeants, si les conseils d'administration pouvaient se dire on va prendre une décision importante. Juste avant de prendre cette décision, est-ce qu'on peut faire 30 secondes de silence, de laisser résonner la responsabilité qu'on est en train d'avoir? Je suis certain que le monde changerait. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui dans ce monde fou, parce qu'on est allé trop vite, de faire le calme, de méditer, de s'asseoir et de revenir à notre dimension humaine. De même que pour les enfants, d'ailleurs, il y a un livre qui a très bien marché, comme ça, calme, méditatif, je crois, pour les petits bouts de chou avec un CD. C'est quand même important, ça aussi, parce qu'on peut s'entraîner, on peut avoir des nouvelles, un cerveau qui commence à se développer différemment, je suppose, en méditant. Ça aussi, on l'a pas abordé, tu l'abordes pas trop dans ce livre-là, mais cette neuroplasticité, ces nouveaux neurones qui se connectent entre eux différemment, ce qui fait qu'après, on va faire des choix qui sont différents aussi concrètement dans la journée. Il n'y a pas d'âge pour méditer. Des enfants de 4 ans, 5 ans peuvent méditer. Alors, c'est pas 1 heure, c'est 3 minutes, mais simplement méditer pour être plus dans le corps, méditer pour être plus en lien avec ses émotions, méditer sur des sons, sur des sensations dans le corps, sur des choses en lien avec soi, en lien avec l'autre. Et des enfants de 4 ans peuvent prendre conscience que
à partir de la plasticité du cerveau, ils peuvent changer d'état d'esprit et ils vont changer leur quotidien. Et là, c'est la magie de la méditation, c'est que ça s'adresse à chacun, il n'y a pas d'âge pour ça. Alors, plus on va s'entraîner tôt, parce que quand on devient vieux, quand on a le dos un peu cassé, quand on a perdu... Les neurones un peu rigides. Les neurones un peu rigides, le cerveau qui est moins plastique, c'est un peu tard. Mais il y a cette image, moi je l'ai entendue une fois, elle a changé ma vie. C'est les Tibétains qui disent ça. Ils disent, imaginez une tortue dans le fond de l'eau, dans le fond de l'océan. Et tous les siècles, cette tortue, elle remonte à la surface. Imaginez qu'il y a un navire qui, tous les siècles, jette une bouée à la surface de l'eau. Et le nombre de chances qu'a la tortue de monter sa tête et de tomber pile poil dans la bouée, elle est assez infime. Et pourtant, elle est supérieure au fait d'avoir en nous toutes les conditions pour réunies pour méditer. C'est-à-dire être dans un corps physique humain relativement en bonne santé, avoir la possibilité de se tenir le dos droit, avoir accès à des livres, à des enseignements, à des maîtres, être dans un pays où il est autorisé de méditer. Et ça, ces conditions sont tellement précieuses qu'elles sont encore plus rares que cette tortue qui remonte tous les siècles à la surface de l'océan. Donc méditer, c'est vraiment un trésor qui nous est donné. C'est une capacité qu'on a de changer notre regard sur le monde. Et quand on prend conscience de ça, la méditation devient aussi importante que de manger et de boire, aussi précieuse. Ça me fait penser aux dauphins comme ça qui vont dans les profondeurs de l'océan et ensuite remontent. On a besoin d'aller dans ces profondeurs nous-mêmes et ensuite de remonter à la surface. Ouais, c'est quand on médite, il y a ces images qui viennent de l'océan, même si en surface, c'est la tempête et les vagues sont fortes, dans la profondeur de l'océan, c'est calme toujours. Et à notre niveau, c'est pareil, nos émotions peuvent être fortes, peuvent être bouleversantes. À la profondeur de notre être, tout est calme et c'est la paix et le cœur est ouvert. Et plus c'est la tempête, plus on a besoin d'être relié. Un arbre, s'il n'a pas de racines, à la première coup de vent, il se fait embarquer. Et nous, c'est pareil. Si on est ancré, même dans la tempête, et je ne souhaite pas ces tempêtes, même si elles sont nombreuses à se présenter, même dans la tempête, il y a une autre dimension qui nous permet de se dire, mais tout ce que je prends, même cette violence sur un plan, je pense, son nom m'échappe, mais cette femme qui revient des camps de concentration, qui disait que tous les jours elle méditait, et elle était internée avec son fils, et elle s'est dit, si je suis bien, mon fils sera bien. Et tous les matins, elle méditait, tous les matins, elle riait. Et elle raconte ça, elle se dit, mais si c'était à refaire, je le referais, parce que même dans le pire des cauchemars, j'ai réussi à changer mon esprit. Et je crois que la méditation, c'est ça. C'est pas se dire, créer un monde à part, c'est se dire, on peut descendre dans les ténèbres et se maintenir digne. Et ça, c'est plus fort que d'être dans un monde extérieurement idyllique et d'être intérieurement déstructuré. Et la méditation nous apprend la structure, nous apprend le cadre et nous apprend la dignité de la colonne vertébrale. Donc c'est intérieur vers l'extérieur plutôt que l'inverse, plutôt que d'attendre des validations extérieures. Ouais, c'est vraiment de l'intérieur, parce que tout naît de l'intérieur. Quand le poussin veut sortir de la coquille, il tape sur la coquille, c'est de l'intérieur que ça part. Tout ce qui vient de nous, ça vient de l'intérieur. Et la base de l'intérieur, c'est la colonne vertébrale. Si on maintient notre colonne vertébrale droite, si notre respiration est profonde, si on pose notre esprit stable, alors naturellement, il y a quelque chose qui va changer dans notre posture. Et si quelque chose change dans notre posture, naturellement, il y a quelque chose qui va changer dans notre environnement. La science dit ça, la nature dit ça, la biologie dit ça, la chimie dit ça. Tout part de l'intérieur. En étant dans cette stabilité, on change le monde. Et je crois que dans ce monde, aujourd'hui aussi tourmenté, la meilleure façon, pas la meilleure façon, la seule façon de changer le monde, c'est de commencer par retrouver le calme à l'intérieur de soi. Ça commence le matin en se levant ? Ça commence plutôt le matin, puisque c'est le moment où le jour se lève, et puisque le jour se lève sur la planète, on peut lever le jour aussi à l'intérieur, et comme ouvrir un temple en soi. On ouvre le temple à l'intérieur de soi. On se connecte avec la partie, même quand on se réveille. Des fois, ce matin, je me suis réveillé, par exemple, j'ai mal dormi, je me réveille un peu agité, et puis j'allume la lumière à l'intérieur, j'ouvre le temple et je me dis voilà, ça y est, je me relie avec la meilleure partie de moi-même. Et en quelques minutes, il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Et ça, on peut le faire, alors j'encourage à le faire le matin parce que les pensées sont moins nombreuses. Donc quelques minutes au réveil, on s'assied même dans le lit. Juste, on maintient la colonne vertébrale droite et on est attentif. Après un petit réveil musculaire, taper un petit peu sur le corps, réveiller le corps et
reposer l'esprit à sa place. Il y a cette image, c'est comme un cristal. Si on pose un cristal sur un fond vert, le cristal va être vert. Si on le pose sur un fond bleu, il va être bleu. Et notre esprit, il est comme un cristal. Si on le pose sur un endroit dynamique, il va être dynamique. Si on le pose sur un endroit morose ou triste, il va être morose ou triste. Et on a le choix toujours de poser notre esprit là où on a envie d'être et de devenir. J'ai entendu dire qu'à 4h du matin, c'était le moment idéal parce que là, on était en plein dans des ondes. Enfin, notre cerveau fonctionne à des niveaux très, très profonds et certains se lèvent et c'est un petit peu... Ça vient, ça aussi. Des personnes commencent à se lever de plus en plus tôt, même en France, alors qu'on est plutôt du style à rester dans le lit. Mais c'est comme si on allait y gagner après. Peut-être moins de sommeil, mais une fois de plus, cette énergie qui monte et on est plus prêt pour le restant de la journée. C'est plutôt le lit. Non, c'est pas le lit, là. Ah, moi, j'ai découvert une chose. J'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de stages, beaucoup de séminaires, de conférences, etc. Et puis j'écris. J'écris 3 livres cette année, c'est énorme. Et les livres, je les écris entre 4-5 heures du matin et 7-8 heures du matin. Tous les matins, je me réveille et je médite quelques minutes. Et immédiatement après, j'ai des informations qui me viennent. Oui, 5 minutes. Pas forcément longtemps, juste le temps mais par contre régulièrement, constamment. Et c'est dans ces moments-là, entre 4h et 7h du matin, que les livres viennent, et vraiment les livres viennent sans effort d'écriture, ils sont naturels, je me mets à écrire, et naturellement il n'y a pas de plan, il n'y a pas de fil, ça vient tout seul, comme si ça venait d'ailleurs, comme si c'était canalisé par autre chose. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais en fait? Des fois je me dis, mais qu'est-ce que je fais? En fait, j'en fais le moins possible, moins le mental interfère, moins je veux absolument arriver là, plus l'inspiration pour les livres arrive tout seul. Et cette année, par exemple, j'écris 3 livres, au-delà des conférences que je fais un peu partout, et plus je médite, plus les livres s'écrivent facilement et plus j'ai d'activité. C'est ça qui est très étonnant. Et là, dans ce moment-là, où je suis à un moment donné de ma vie, où il se trouve que voilà, je suis mis en avant par les conférences, par les médias, etc. Et c'est un moment où tous les jours je médite, tous les jours je me prends ce temps essentiel en se disant, c'est pas le plus important, tout ça c'est qu'un nuage, c'est magnifique si ça marche, tant mieux, j'en suis ravi. Mais ce n'est pas ça. Nous, on est beaucoup plus large que ça. Et du coup, en étant libre, moi, la chance que j'ai, c'est que je me dis, oh, ok, aujourd'hui j'ai du succès, ça marche très bien, tant mieux. Si tout s'arrête demain et que je me retrouve chez moi à m'occuper de mon jardin, ça ne change quasiment rien dans ma vie. Et c'est pour ça que je me sens libre, c'est qu'il n'y a aucune prise sur tout ça. Je peux le faire sans enjeu. Et ça, c'est parce que c'est simplement en se reliant, on a tous la capacité de faire ça. Même dans les moments où on est agité, de se dire, de se relier à une autre zone, comme si d'un seul coup on découvrait la plongée. On nageait en surface et d'un seul coup, la première fois que j'ai plongé, je me suis dit, waouh, c'est ça qui se passe sous l'eau, mais d'un seul coup, c'est incroyable. Alors, ça demande à servir des bouteilles, ça demande à apprendre à mettre son corps différemment, mais d'un seul coup, c'est comme s'il y avait une autre réalité. Jusqu'à présent, on nageait à la surface, et en fait, il y a une autre réalité. Et la méditation, c'est ça, on se dit, mais en fait, il y a une autre réalité. À l'instant même, on est là, et on peut être ailleurs, plus en profondeur. Et quand on prend conscience de ça, alors c'est, pour moi, illimité. Et encore, je me considère, moi, au tout début de ça. Et je me dis, jour après jour, je me dis, mais en fait, c'est illimité, parce que dans le fond du fond, il n'y a pas de fin. On peut toujours continuer. Et alors, ça ouvre des horizons infinis, et là, c'est waouh. Tu dis la profondeur, mais c'est vrai qu'elle est dans la verticalité, l'horizontalité, elle est à tout niveau. Hein. C'est pas seulement aller dans les ténèbres et les parties les plus sombres de nous-mêmes, au contraire. C'est toucher à cette lumière qu'on porte tous à l'intérieur. Pour toi, tous les êtres humains ont ça? Ouais, tous les êtres humains sont reliés à ça. Dans la méditation, on parle du shiné, qui est le calme mental. On fait simplement le calme de nos émotions. Et quand les émotions s'apaisent, il y a un deuxième espace qu'on appelle l'Aktong ou Vipassana, qui est vraiment un espace infini où il n'y a plus ni haut ni bas, il n'y a plus ici ailleurs, il n'y a plus moi et l'autre, il n'y a plus tout ce qui est séparation, distinction, ça vole en éclats, ça n'existe pas. On prend conscience que ce sont que des choses que le mental a inventées de toutes pièces pour se croire différents l'un de l'autre par les personnalités, par les opinions, par les pensées. Et tout ça, quand on médite, ça disparaît, ça saute, ça n'existe plus. Et c'est ça, le cadeau de la méditation, il est là, il est de prendre conscience de qui on est vraiment. Et là, c'est waouh, quoi.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on devient de plus en plus nous-mêmes et de plus en plus uniques. On accepte d'être unique aussi en même temps, tout en étant reliés. Ouais, c'est ça, c'est le grand paradoxe, c'est que on est comme des étincelles d'un même feu. On est, comme dit Tilopa, comme les piliers d'un même temple ou comme les vagues d'un même océan. C'est-à-dire qu'à la fois unique, et il n'y a plus ce truc de se dire je vais faire ça pour penser qu'il truc, ça vole en éclats, ça n'a plus aucune importance, tout ça. On est dans cette authenticité, dans cette vérité, et en même temps, il y a plus. C'est qui est en moi. Maître, je veux être calme. Enlève le veux, c'est de la volonté. Ah, alors maître, je calme. Enlève le je, c'est encore l'identité. Et calme, simplement. C'est vraiment ça qui existe quand on médite et quand on accède à l'essence de notre être qui est tellement plus large que ce qu'on croit, dans lequel on veut être enfermé. Tellement plus large. Ça, on le trouve dans le calme. Merci Arnaud, que j'ai hâte d'avoir ce carnet de méditation entre les mains et je trouve ça magnifique. Bravo pour ton travail et ton cheminement et tes enseignements que j'apprécie au quotidien et la personne que tu es surtout au quotidien qui reflète ça. Et ça, c'est précieux. Merci. Merci beaucoup à toi de tout ce que tu fais. Et plein de gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs. On vous souhaite de délicieuses méditations et de découvertes au fin fond de vous-même, dans ce calme, poser ces magnifiques actions qui vont aider et contribuer à ce monde. On vous embrasse très très fort avec Arnaud. Au revoir.